Alors, naturalisation, c'est un mot qui peut se décliner en naturaliser, donc rendre au naturel. Et naturalisation est aussi un synonyme de taxidermie. Voilà. Alors, cela fait partie des techniques de conservation, parce qu'il y a d'autres techniques de conservation des animaux que la taxidermie, comme la momification, par exemple, la dessiccation par le chaud, il y en a d'autres. Mais la taxidermie est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, écoutez, depuis les débuts de cette pratique, on est passé du simple empaillage, on va dire même du bourrage de peau avec du foin, à des pratiques qui, à partir de la fin du XIXe siècle, vont s'apparenter à la sculpture. La différence qu'il y a entre les spécimens fabriqués à la fin du XIXe siècle et maintenant, c'est que c'est les matériaux qui vont changer. À la fin du XIXe, pardon, on va utiliser du plâtre, de la terre et des mannequins rigides déjà. Et aujourd'hui, on va passer à des matériaux modernes comme la mousse de polyuréthane, comme les résines époxy, comme les mousses, comme le polystyrène. Effectivement, au début de ma carrière, ces matériaux issus de la chimie du pétrole n'existaient pas. Donc on faisait des mannequins rigides aussi, mais avec d'autres matériaux que ceux-ci, oui, tout à fait. C'est une visite, j'étais accompagné de mon papa, qui m'a emmené chez un ami à lui qui était taxidermiste à Paris. Et j'ai reçu le choc en ouvrant la porte de l'atelier. C'était un tout petit atelier tout en longueur, qui était comme un cabinet de curiosité recouvert d'animaux du sol au plafond. Et ça, je me suis retrouvé en pleine zoologie. Moi, j'étais passionné par les bestioles. Et voilà, donc là, ça a été ma première piqûre. L'utilité première. Alors, disons qu'il y a une utilité, mais en ce cas-là, elle ne me concerne pas. Elle concerne mes employeurs, qui ont été la plupart du temps des musées, hein, pour ma part. Donc, la mission, elle peut revêtir plusieurs aspects. Ça peut être un concours à la recherche scientifique quand il s'agit de faire des animaux destinés aux collections et aux chercheurs. Et ça peut être aussi des animaux, et là ça me convient plus, destinés aux expositions temporaires ou permanentes, où l'animal est représenté pour sa forme, pour son attitude, pour l'aptitude qu'on a à lui donner vie, etc. Voilà. Donc là, c'est plus un travail esthétique que scientifique, et c'est vrai que c'est plus... Enfin, tous les taxidermistes préfèrent cette version-là, quoi. Alors, je crois que c'était des petits canards. C'était des bébés canards que l'on récupérait à l'époque quai de la Mégisserie à Paris, parce qu'il y a des éleveurs d'oiseaux. Et il y a des pertes dans les élevages, comme dans tous les élevages. Et pour s'entraîner à travailler sur des très petits sujets, on récupérait des oiseaux. Et mon maître d'apprentissage à l'époque me disait, quand tu arriveras à faire un petit oiseau, tu pourras tout faire. Bien écoutez, ça a été, c'est un hasard, une grande chance. Parce que lorsqu'il a franchi la porte de l'atelier, je ne pensais pas que l'aventure se prolongerait d'une telle manière. Il n'était pas question de faire un livre, de toute façon, à l'époque, hein. C'était juste un suivi sur la naturalisation d'un mouflon. Voilà, bon, ça c'est déjà pas mal, parce que ça veut dire que lui étant très mobile, un jour au Japon, le lendemain à New York ou je ne sais pas où, donc il a fallu qu'il calcule donc des rendez-vous pour avoir toutes les phases de fabrication de l'animal. Et ça n'a pas été très simple pour lui.
Mais ça, c'était notre première expérience. Ensuite, il y a eu une exposition avec ces photos au Jardin des Plantes, en extérieur, sur de grands panneaux, genre 2,50 m sur 1,50 m de haut, qui a eu un énorme succès, très, très curieux. Pourtant, il faisait froid, c'était au mois de février, et il y avait énormément de monde qui s'arrêtait devant ces photographies, et ça a donné l'idée ensuite de ce bouquin Mort au vif, qui est à l'honneur aujourd'hui sur vos murs. Oui, non, là j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Pour moi, la vie s'arrête avec la mort, tout simplement. Mais en revanche, il y a quelque chose à creuser dans la nature même de l'animal naturalisé, à savoir que ce n'est pas un objet comme les autres. Et que lui a peut-être besoin d'un traitement spécial. C'est pas un bien meuble. Je pense plus maintenant, non. Je ne pense plus. Non, ça a été le cas au milieu du XXe siècle, où il y a eu toute une littérature et beaucoup de réalisations cinématographiques. Je pense à Psychose, par exemple. Et je pense aussi à l'utilisation de la taxidermie dans le cinéma, spécialement dans le cinéma américain, d'ailleurs, où il y avait toujours eu une connotation morbide. Voilà. Mais je pense que maintenant, le commun des mortels a nettement perçu que, en fait, le but, c'est la conservation, pas autre chose. Alors, c'est une question un peu ambiguë, parce que, d'une certaine manière, sur le plan strictement professionnel, et si on s'attache à comprendre le métier de taxidermiste comme des artisans qui travaillent notamment pour les chasseurs, pour la chasse, pour le domaine de la chasse, c'est vrai que les officines ont tendance soit à grossir et à ramasser tous les clients et tous les clients autour, soit pour les petites officines à disparaître, effectivement. Mais d'un autre côté, il y a une espèce de mode. Il y a beaucoup de gens qui font de la taxidermie chez eux. J'en rencontre beaucoup. Souvent avec un arrière-plan un peu artistique. Vous voyez, et même des gens qui font ça pour eux. Parce qu'ils font des sortes de cabinets de curiosité chez eux, sans aller jusqu'au mot de cabinet de curiosité, mais ils ont des collections chez eux de trucs qui leur plaisent et qu'ils manipulent. Alors, la première étape, c'est le dépouillage. Donc, il s'agit de retirer la peau du corps de l'animal. D'un côté, quand l'opération est finie, d'un côté vous avez la peau, de l'autre côté vous avez l'écorché. Ensuite, cette peau, elle va être tannée. Quand c'est des peaux de taille importante, il faut les donner à un tanneur, dont c'est le métier. Parce que c'est une opération qui est complexe, qui a besoin d'outils mécaniques et d'un savoir-faire très performant. Et d'un autre côté, le taxidermiste va prendre toutes les mesures nécessaires sur l'écorché de l'animal. Ensuite, tout ce qui est squelette va être confié à un ostéologiste, par exemple. Le taxidermiste ne s'en servira plus. Et ensuite, la première étape dans la reconstruction, c'est la fabrication d'une maquette. Souvent, c'est 1/5 au 15e, suivant la taille de l'animal, si c'est un éléphant ou si c'est un mouflon, par exemple. Et une fois que cette maquette est validée par les responsables de l'exposition, c'est-à-dire la posture, si elle tourne la tête du côté du public, etc. Une fois que tout le monde est, ou même sur la posture elle-même, vis-à-vis de spécialistes anatomistes et vétérinaires ou autres, on passe à la réalisation à taille réelle, c'est-à-dire qu'on va commencer par construire un squelette, une armature métallique qui va armer les pattes, le cou, la tête et la queue. Ensuite, il va y avoir une silhouette en bois qui va représenter le crâne.
et une silhouette en bois qui va représenter la partie cage thoracique bassin, sur lesquelles vont se fixer les fameuses armatures métalliques, alors dont la section et la force vont varier suivant le spécimen. Voilà. Ensuite, le volume va être produit par du polystyrène ou de la mousse de polyuréthane, suivant l'aspect de la nature de la forme à exécuter. Si c'est une forme complexe, par exemple une trompe d'éléphant qui se déplace, qui est très sinueuse, on va utiliser de la mousse parce que c'est plus facile à placer sur l'armature. Si c'est des formes simples, bien cubiques, on va mettre des plaques de polystyrène qu'on va coller. Et ensuite, avec ce qu'on appelle une scie sabre, une sorte de petite tronçonneuse, on va équarrir, c'est-à-dire faire les formes brutes de l'animal. Et ensuite, on va utiliser des outils les plus progressivement petits pour rentrer dans les volumes, faire les muscles, faire les veines, etc. Et ensuite, une fois que ce travail est terminé, on va essayer une première fois la peau. Si ça ne convient pas, on va retravailler le mannequin jusqu'à ce que ça soit correct. Et ensuite, le mannequin va être stratifié avec du tissu de verre et de la résine époxy, un peu comme les planches à voile, pour avoir une solidité en surface et pour avoir une seule surface de pose de peau. Ensuite, le mannequin est poncé, ensuite enduit de colle, et on pose la peau, on pratique les coutures, on pose les yeux, on fait les finitions. Ensuite, il y a une période de séchage, et ensuite c'est les ultimes finitions où on fait les petits enduits autour des yeux, les petits modelages autour du nez, des lèvres. Après, tout dépend de la posture ou de l'animal, s'il a la gueule ouverte, fermée, etc. Et parfois, il y a une remise en teinte lorsqu'il s'agit d'animaux à peau nue. Alors, bien sûr, le résultat n'est pas toujours celui qui est escompté, voilà. Mais nous avons ce qu'on appelle des garde-fous, parce que la maquette, déjà, va indiquer vos points faibles. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous allez le voir sur la maquette. Si vous n'êtes pas animalier, je dirais même si vous n'êtes pas animalier, vous allez dire, ben non, ça ressemble pas à un chameau. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne ressemble pas. Mais c'est vrai. Hein. Et alors, ça veut dire qu'il faut regarder ce qui ne va pas, recomparer, etc. Et donc, la maquette sert à faire un certain nombre de réglages. Ensuite, la pose de la peau, il peut arriver que lorsqu'on pose la peau, ça n'aille pas du tout, quoi. Et on s'aperçoit qu'il y a un défaut. Ben à ce moment-là, on recommence. C'est tout simple. On peut souvent, il m'est arrivé, par exemple, de rallonger ou de raccourcir des coups. Ça peut très bien arriver. Parce que les mesures sur les parties mobiles sont très difficiles à prendre. Il y a des animaux que vous ne pouvez pas manipuler. Un éléphant qui est mort par terre, qui fait 6 tonnes, vous ne pouvez même pas bouger une patte. Donc les mesures que vous faites sont très... elles sont justes, mais il faut les interpréter. Alors écoutez, dans les grands spécimens, j'en ai fait beaucoup, hein, je vais rester modeste quand même, hein, mais il y en a un, et en plus j'ai eu plusieurs occasions et que j'ai raté parce que l'animal n'était pas en suffisamment bon état, ou la peau n'était pas en suffisamment bon état, on est arrivé trop tard pour le dépouillage, c'est le rhino. J'ai jamais pu faire de rhino, j'ai fait des éléphants, des girafes, des hippos, mais jamais de rhino. En restauration, si, bien sûr. Oui. Notamment le rhinocéros de Louis XV, qui a eu un grand succès à la Grande Galerie de Zoologie, et qui est un spécimen fabuleux, quoi. Oui. Aucune idée. Ah, je ne vois vraiment pas. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oui, ça me convient parfaitement parce que d'abord, il y a un contact physique avec l'animal. Il n'y a pas tant de métiers qui donnent cet avantage. Enfin, pour ceux qui aiment ça, c'est le toucher, quoi. Voilà.
Ensuite, il y a la création. C'est-à-dire que vous êtes dans le modelage, quand vous faites votre maquette, vous êtes dans le modelage, ensuite vous êtes dans la sculpture, dans la fabrication de platines en métal. On est vraiment dans la création d'objets, quoi. C'est très ludique. C'est très ludique. Et puis, il y a un début, à chaque fois c'est une histoire. Il y a un début, il y a une fin, et puis après on passe à un autre. En plus, en tant que taxidermiste de musée, on ne fait pas les objets à la chaîne. On travaille sur un animal, ensuite ça va être un autre, ça va être un autre. Donc à chaque fois, c'est une nouvelle histoire qui commence, quoi. Et donc on s'ennuie jamais. Ça, c'est une question trop difficile. C'est une question trop difficile qui varie suivant l'objet même du spécimen, son devenir, etc. Moi, je ne me suis jamais positionné comme artiste. J'ai toujours travaillé dans le cadre d'une exposition avec une commande. Donc moi, je suis typiquement un artisan à qui on donne un cahier des charges. Voilà. Mais j'imagine que pour d'autres, ça doit l'être. Ah bah Siam, oui, l'éléphant Siam, que j'ai vu vivant pendant des dizaines d'années aux eaux de Vincennes. Et un jour, j'ai appris qu'il était malade. Et ensuite, les vétérinaires m'ont dit, bah, tu sais, un jour, il va falloir qu'on pense à toi parce que si encore il y a plusieurs interventions, on faisait venir des médecins d'Allemagne pour le soigner, etc. Et il rechutait sans arrêt. Il avait une sorte de cancer au niveau des pieds. Puis avant, en plus, c'est là où tout le poids de l'animal pèse. Et un éléphant, on ne peut pas l'endormir tous les 5 minutes. Hein. C'est très très dangereux, quoi. Puis au bout d'un moment, bon, ils ont décidé de l'euthanasier. Et là, ça a été un truc extraordinaire. Mais j'avais prévu quand même le truc. J'avais prévu, mon tanneur, je l'avais prévenu, pour être plus précis, que le jour où je lui téléphonerai, il faudra qu'il vienne tout de suite. Et le jour même de sa mort, qu'il s'occupe de la peau. Et on était 10 pour le dépouiller. On a commencé à 10 h du matin. On a fini à 6 h du soir. Et la peau pesait 600 kilos. Elle est partie dans le camion du tanneur qui a respecté ses engagements. Et ensuite, il a bien tanné la peau. Il ne manque pas un poil sur cette peau. Elle est magnifique. Et ensuite, il y a eu le montage avec tout ce que ça comporte d'imprévu, quoi, parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est un spécimen qui est immesurable, quoi. Le truc est tombé sur ses pattes, comme ça, en sphinx. Donc après, il fallait trouver la bonne hauteur. Puis j'ai l'habitude de travailler avec de la tige filetée. Là, c'était du tube carré pour faire des échafaudages, quoi, carrément. Il fallait travailler avec un échafaudage. Donc c'était vraiment un truc terrible. Et puis l'attachement qu'avaient les gens pour lui aussi me donnait une responsabilité, décuplait la responsabilité que j'avais. Tous les 5 minutes, on m'appelait. Alors il en est où? Quand est-ce qu'on peut venir le voir? Il a eu son dompteur allemand est venu le voir à l'atelier. Pierre Etex, qui avait tourné avec lui, d'ailleurs qui est décédé la semaine dernière. Le pauvre, était venu le voir au hangar parce qu'il avait tourné avec lui le film Yo-Yo, vous voyez. Donc c'est toute l'histoire accrochée. C'est pour ça qu'un spécimen naturalisé, dans certains cas, n'est pas un objet. C'est pas possible. Et c'est tout cet apport extérieur et humain qui donnait ce poids à cet animal, en plus de son poids naturel qui était déjà considérable. Merci à vous.